La deuxième conséquence du désordre monétaire international du début des années 70, c'était la naissance d'un marché financier international déréglementé, donc complètement déréglementé. C'est ce qu'on appelle le marché des euros-dollars. Alors, c'est quoi d'abord un euro-dollar? Un euro-dollar, c'est tout simplement les dollars qui circulent à l'extérieur du territoire américain, c'est-à-dire les dollars qui sont entre les mains de personnes non résidentes aux États-Unis. Alors, ces personnes-là, bien sûr, c'était des banques centrales européennes, par exemple, asiatiques, notamment donc la Banque du Japon, mais également des banques commerciales. Alors, l'origine de ces dollars, bien entendu, on la connaît tous. On a montré dans les séances précédentes que dans les années 50 et dans les années 60, il y a eu des sorties massives de capitaux depuis les États-Unis, donc soit pour financer des investissements à l'étranger, soit pour financer des dépenses militaires. Donc les États-Unis, en tout cas depuis la fin des années 40, début des années 50, ils étaient confrontés à plusieurs guerres régionales, donc la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, à partir des années 60. Il y avait également donc des sorties liées au financement du commerce international parce que la compétitivité retrouvée des pays européens et du Japon a fait que les excédents américains donc des années 40, ils sont sont transformés en déficit. Et tout ça, bien entendu, a fait que il y avait de plus en plus de dollars qui circulaient dans le monde. Et quand on dit dollars qui circulent dans le monde, ça veut dire que c'est tout simplement des dollars qui étaient déposés dans des banques à l'extérieur du territoire américain. Alors, ce qui est intéressant dans ce marché qu'on appelle le marché des euro-dollars, c'est que c'est un marché qui est complètement déréglementé. Ça veut dire quoi? euh, C'est-à-dire qu'il n'était soumis à aucun contrôle de la part d'aucune autorité monétaire. D'abord, au niveau européen, les autorités monétaires européennes, c'est-à-dire les banques centrales européennes, ne pouvaient contrôler que leur propre monnaie. Hein, je ne sais pas, les Français, par exemple, ou la politique monétaire de la Banque de France ne pouvait contrôler que la création du franc français, d'accord, mais pas les opérations de crédit, par exemple, qui étaient libellées en dollars. Donc finalement, donc, aucun contrôle sur la création monétaire qui allait s'en suivre n'était possible. Et puisque c'est des dollars qui circulaient à l'extérieur du territoire américain, donc les autorités américaines ne pouvaient contrôler que la base monétaire qui circule à l'intérieur de leur territoire. C'est-à-dire tous les dollars qui circulent dans le monde, en fait, ils échappaient au contrôle de la Réserve fédérale américaine. Et donc, les banques comme commerciales, essentiellement surtout des banques anglaises, ils ont commencé à utiliser cet argent comme elles le pouvaient. Donc cet argent, il pouvait soit revenir aux États-Unis, dans ce cas-là, ça va participer, ou ces flux de capitaux, ils vont tout simplement participer au financement des déficits américains. Donc ça nous renvoie à ce que disait Robert Triffin dans les années 50 déjà, que donc ce qu'on appelait le déficit sans, c'était pas Triffin, mais c'était donc l'économiste Jacques Rueff, donc l'économiste français, qui disait que le problème qu'on a dans les pays dont la monnaie nationale est également une monnaie internationale, c'est que le pays il peut vivre au-dessus de ses moyens et il ne peut jamais se soucier du problème du financement de ses déficits extérieurs. Donc, il avait donné à l'époque l'image de cet enfant qui joue aux billes et qu'il perd tout le temps. Et son adversaire, bien entendu, il lui prêtait encore des billes pour qu'il continue de jouer. Et bien, c'était un petit peu ça. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça, je pourrais dire, même jusqu'à aujourd'hui, l'économie américaine, elle se finance grâce à l'épargne mondiale. Et donc, si on revient un petit peu à cette époque historique, c'est que les banques centrales, donc elles avaient cette possibilité. Les banques centrales, les banques commerciales, elles avaient la possibilité, soit, si vous voulez, de rapatrier ces capitaux vers le territoire américain, soit le prêter à d'autres opérateurs à l'extérieur du territoire américain. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire que, par exemple, une banque centrale
ou une banque commerciale allemande, par exemple, elle avait donc des positions en dollars, donc en fait, elle avait des dépôts en dollars, et elle pouvait les prêter à une autre banque, notamment une banque allemande ou bien une banque française. Et donc, à travers ce phénomène de prêt, ben, on a commencé à faire une véritable création monétaire à partir de ces dépôts en dollars américains. Et ça a donné naissance à un véritable marché ce qu'on appelle le marché des eurocrédits, c'est-à-dire des crédits qui sont tout simplement libellés dans une monnaie autre que celle du pays d'implantation. Donc, un Allemand, une banque allemande ne prêtait pas que des Deutschmark à l'époque, mais elle prêtait également des dollars. Elle prêtait à une autre banque qui va faire la même chose. Donc, dès qu'elle reçoit cet argent, elle-même, elle va le prêter. Et donc, finalement, on assistait à un véritable processus de création monétaire avec un multiplicateur du crédit, etc. Donc, la conséquence, bien sûr, elle est claire. C'est que donc on a assisté à un gonflement donc des avoirs en dollars à l'échelle internationale par ce mécanisme de création monétaire. Donc, une banque qui prête à une autre banque, laquelle banque elle prête à une autre, etc., etc. Et dès que ces avoirs en dollars, bien entendu, ils étaient convertis dans la monnaie d'un pays, eh bien, ils vont donner lieu à un gonflement de la masse monétaire dans ce pays par le jeu des mécanismes, des contreparties de la masse monétaire. Par exemple, on va dire, on reçoit une banque, une banque A, elle a emprunté la somme de 1000 dollars à la banque B, et cette banque B, elle va le prêter à un opérateur économique national, par exemple une entreprise. Eh bien, ces 1000 dollars, bien entendu, et ils vont pas être prêtés en tant que tels à l'opérateur économique national, mais ils vont tout simplement être convertis dans la monnaie du pays. Et ça a donné lieu, bien sûr, à une création monétaire à l'intérieur de chaque pays. Donc, la conséquence a été une inflation mondiale. Et d'ailleurs, quand on évoque l'inflation dans les années 70, eh bien, les eurodollars ou le marché des eurodollars a été, ou il est la plupart du temps évoqué comme étant un phénomène qui a amplifié le phénomène inflationniste des années 70. Alors, la deuxième conséquence, c'est la dette de l'endettement de certains pays. Alors, la période des années 70 était une période de crise dans la plupart des pays développés, donc les pays européens, et essentiellement les Asiatiques également, les États-Unis. Et cette crise, d'ailleurs, ce que les économistes qualifient par une crise stagflationniste, en fait, c'était une crise marquée par un taux d'inflation élevé, qui s'expliquait essentiellement par la hausse du prix des matières premières, la hausse du prix du pétrole, etc. Et puis d'un autre côté, la plupart des pays faisaient ou étaient confrontés à un chômage de masse, un chômage très très important, qui était un chômage structurel dû à des évolutions technologiques dans certaines activités et qui ont fait que beaucoup de gens ils se sont trouvés sans emploi. Donc il y avait une stagflation, donc en fait le niveau d'activité il était très très faible dans les pays développés. Par contre, là où les taux de croissance économique étaient assez importants, c'était dans les pays en voie de développement. Et ces pays en voie de développement, ils ont tout simplement profité de cette occasion où il y avait beaucoup d'argent donc, qui circulait dans le monde. Donc, il y avait beaucoup de dollars, beaucoup de devises, notamment des dollars qui circulaient dans le monde. Et ils ont lancé donc, d'ambitieux projets de développement, donc, parce que voilà, donc ils voulaient accélérer un peu leur rythme de croissance économique et ils pouvaient trouver les moyens pour pouvoir financer leurs grands projets de développement. Donc, à l'époque, c'était donc une occasion, c'était une aubaine pour ces pays, bien sûr, d'avoir de l'argent pas cher pour se développer. Alors, le problème, c'est que cet argent pas cher, au départ, il était contracté, il était emprunté à des taux d'intérêt variables. Donc, à l'époque, les taux, ils avoisinaient à peu près les 6%, donc dans beaucoup de pays. Les pays riches, enfin, les pays développés, à commencer par les États-Unis, vers la fin des années 70, ils ont commencé à mettre en place des politiques monétaires restrictives, des politiques monétaires qui se justifiaient par le fait que les taux d'inflation dans ces pays, ils étaient trop élevés, donc inflation due
à la hausse du prix du pétrole vers 1973, et puis la deuxième hausse du prix du pétrole en 1978, suite à la révolution iranienne. Et donc, à commencer par les États-Unis, les Américains, pour des raisons internes, ils ont tout simplement durci leur politique monétaire. Et à l'époque, on parlait d'une multiplication du taux d'intérêt, ou donc des taux directeurs de la Banque centrale des États-Unis, donc la Réserve fédérale. Ça a été multiplié, ces taux ont été multipliés par 3. C'est-à-dire on est passé d'un taux qui avoisinait les 6% à un taux de 18%. Donc, les Américains, ils l'ont fait pour des raisons de politique économique interne, c'est-à-dire pour des raisons liées à un taux d'inflation. Ils voulaient maîtriser l'inflation, ils voulaient lutter contre l'inflation, et cela s'est traduit par des hausses considérables des taux américains. Les autres pays, ils ont emboîté le pas aux États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que un taux d'intérêt, en fait, il est à la fois débiteur et créditeur. Donc, le taux d'intérêt, c'est un coût du crédit, donc pour celui qui emprunte, et également un rendement pour celui qui place, pour celui qui dépense son argent. Et donc, pour certains pays, pour ne pas se laisser distancier par les États-Unis, donc en tant que pays attractif pour l'investissement étranger sous forme, si vous voulez, de placements obligataires ou sous forme de dépôt, par exemple, eh bien, ils ont fait la même chose. Donc, par exemple, au cas du Japon, vers le début des années 80, ces taux d'intérêt, ils avoisinaient les 22%. Alors maintenant, le plus important dans cette histoire, c'était par rapport aux pays en voie de développement. Les pays en voie de développement qui ont profité de ce marché des euro-devises, des euro-dollars, de ces euro-crédits, de ces marchés euro-obligataires, c'est-à-dire des marchés où vous pouviez chercher de l'argent, donc chercher des dollars à Paris, ou aller chercher des dollars à Francfort, ou aller chercher des dollars à Zurich, eh bien, à un moment donné, il fallait bien entendu rembourser cet argent, rembourser ces dettes, et on devait les rembourser à un coût qui est de plus en plus élevé. Le coût du crédit a augmenté suite au durcissement des politiques monétaires dans les pays développés, et donc la plupart des pays en voie de développement, ils se sont trouvés à un service de la dette de plus en plus lourd et presque impossible pour certains à les rembourser. Et donc, c'est ça ce qui explique également l'éclatement de la crise de la dette dans beaucoup de pays en voie de développement. Donc, ce n'était pas un pur hasard de l'histoire, c'est que ça a une explication. D'abord, les emprunts à des taux variables dans les années 70, et puis à un moment donné, il fallait rembourser cet argent avec des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Et donc, vers le début des années 80, beaucoup de pays étaient dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes. La plupart de ces pays, ils étaient des pays asiatiques, des pays d'Amérique latine, donc Brésil, Mexique, et également beaucoup de pays africains, bien entendu. Alors, c'est la raison pour laquelle, à partir des années 80, on va assister à l'arrivée du Fonds monétaire international dans ces pays-là, qui, à travers ces mécanismes, à travers ces programmes d'ajustement structurel, ils cherchaient tout simplement à permettre à ces pays-là de retrouver une certaine viabilité financière sur le plan international, c'est-à-dire à travers des réformes économiques, réduire le déficit courant, réduire le déficit budgétaire, donc en fait réduire leurs besoins de financement de manière à pouvoir continuer à rembourser les dettes qu'ils avaient contractées auparavant. Donc, très important, ces marchés des euro-devises, des marchés qui étaient complètement déréglementés depuis le départ, pour les raisons qu'on a citées, c'est-à-dire d'abord, c'est des dollars qui circulaient à l'extérieur du territoire américain, donc les Américains ne pouvaient pas les contrôler, les Européens ne pouvaient pas les contrôler, enfin, les banques centrales ne pouvaient pas les contrôler, et ça a alimenté des vagues très très importantes, donc des fonds qui circulaient d'un pays à un autre, d'une banque à une autre, d'un marché financier à un autre. La troisième conséquence du désordre monétaire international du début des années 70, c'est la naissance d'un marché de change, ou ce qu'on appelle un marché de devises, de dimension planétaire. Alors, avec le flottement des monnaies, bien sûr, quand on dit flottement de monnaie, ça veut dire tout simplement que la valeur d'une monnaie ou la valeur d'une devise est déterminée par la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire,
qu'une monnaie qui est désirée, donc une devise qui est désirée, et bien sûr, sa demande, elle va être plus importante. Donc, en fait, elle va s'apprécier par rapport à d'autres monnaies, alors qu'une monnaie qui est offerte, donc quand il y a une défiance envers une devise, ça veut dire qu'elle va être abondante sur le marché et donc sa valeur, elle va baisser. Alors en fait, avec la naissance de ces marchés de change, les devises sont devenues de vraies marchandises, avec une offre, une demande qui va déterminer ce qu'on appelle une cotation, c'est-à-dire le prix de cette devise, donc à l'achat, à la vente par rapport à d'autres devises ou bien par rapport à d'autres monnaies nationales. Alors, les fonctions du marché de change, elles sont doubles. Le marché de change est d'abord un compartiment du marché financier international, c'est-à-dire c'est un marché où on peut faire des opérations financières. Donc, il y a des spécialistes, si vous voulez, qui font des opérations du genre, des opérations d'arbitrage, par exemple, on verra ça dans un instant, des opérations de spéculation, donc dans le but de profiter des écarts qui peuvent exister entre les cours de change donc d'une même monnaie, d'accord, et qui leur permettent de réaliser des gains. Et le marché de change, et ça c'est une fonction, si vous voulez, classique, c'est qu'il joue le rôle d'un filtre, un filtre entre les flux entrant entre un pays et le reste du monde. C'est-à-dire que tous les flux entrants dans un pays, que ces flux soient des flux financiers ou bien des flux commerciaux qui rentrent ou qui sortent du pays, doivent passer par un marché de change. Je ne sais pas si par exemple vous allez dire que tel pays a reçu un investissement direct de tel autre. Cet investissement direct, bien entendu, il doit d'abord passer par une opération de change. Je ne sais pas, donc si par exemple vous avez des Allemands qui investissent aux États-Unis, eh bien, d'abord, ces euros, si vous voulez, ils vont faire l'objet d'un échange en dollars américains. Donc, en fait, l'euro, il va être offert sur le marché de change euro-dollar, bien entendu, et le dollar américain, il va être demandé parce qu'on ne va pas investir des euros aux États-Unis, mais on va investir leur équivalent en dollars américains parce qu'on va investir dans des actifs américains. La même chose pour ce qui est des opérations commerciales. Donc, chaque fois qu'un pays, par exemple, exporte donc des biens à l'étranger, ben, cette exportation, à un moment donné, une fois que on reçoit, si vous voulez, le montant de cette facture en devises, eh bien, ces devises, ils vont faire l'objet d'un échange sur le marché. Et donc, finalement, c'est un véritable filtre, si vous voulez, par lesquels vont passer à la fois les flux entrants et les flux sortants entre un pays et le reste du monde. Alors, de manière générale, donc, on distingue deux grands compartiments sur le marché de change. Alors, on a bien entendu le, ce qu'on appelle un marché au comptant et on a ce qu'on appelle le marché à terme. Donc ça, vous l'avez à la page 32 de votre polycopier, c'est encadrant. Donc il résume un petit peu ce que vous devez connaître un peu sur le marché de change et les opérations qu'on y effectue. Bon, les chiffres que je peux donner, peut-être, c'est des chiffres qui sont un peu dépassés parce que c'est un polycopier qui a été rédigé il y a peut-être une dizaine d'années. Donc, de cela. Et il ne faut pas faire attention aux chiffres. Donc, les chiffres, les 1300 milliards de dollars, par exemple, de transactions par jour. Aujourd'hui, peut-être on est à 2000 et quelques milliards de dollars. Mais par rapport au compartiment, ben, les choses n'ont pas vraiment changé. Alors, donc, on a dit qu'il y a deux compartiments. Il y a ce qu'on appelle le compartiment au comptant, ou ce qu'on appelle le marché spot. C'est le terme qu'on utilise, donc terme anglais. Et vous avez le marché à terme, c'est-à-dire des opérations qui vont se dénouer à une date déterminée. Je ne sais pas, par exemple, vous allez acheter aujourd'hui des devises et qui vont vous être livrées donc dans quelques mois ou dans quelques semaines, ou bien vous allez vendre ces devises et cette vente, elle va se dénouer en T1.
D'accord, donc le terme, ça veut dire qu'il y a un T0 et un T1. D'accord. Alors, de manière générale, on peut dire que sur le marché au comptant, donc le marché au comptant, c'est un marché interbancaire essentiellement, c'est-à-dire qu'en général, les opérations qu'on va faire sur ces marchés, c'est des opérations de gros, donc des opérations qui vont se faire entre banques, donc des banques qui vont tout simplement faire des opérations sur une devise entre elles. Donc, il y a un cours, bien sûr, qui va se déterminer. C'est ce qu'on appelle le cours du marché interbancaire. Et puis après, vous avez le marché au détail. Donc, en fait, c'est tout simplement le marché qui va traiter avec des opérateurs non bancaires, une banque, par exemple, avec une entreprise, et les opérations d'une banque avec une personne physique, donc avec un ménage, par exemple, un touriste ou quelque chose comme ça. Alors, en général, par rapport à ces opérations de détail, on va dire qu'il y a ce qu'on appelle un change scriptural et un change manuel. Donc, par exemple, quand vous lisez sur un tableau les cours de change, en général, il y a deux cours de change. Il y a ce qu'on appelle le cours virement. En fait, c'est les cours achat et vente d'une banque quand elle fait des opérations de devise avec une entreprise. D'accord. Par contre, lorsqu'on parle du change manuel, c'est tout simplement les opérations que va faire une banque avec une personne physique, généralement avec un ménage notamment, un touriste ou je ne sais pas, quelqu'un qui veut faire des opérations, prendre ou acheter des devises parce qu'il veut se rendre à l'étranger dans le cadre d'une mission d'affaires ou quelque chose comme ça. Alors, et on voit que la plupart des places financières internationales, on va publier ces deux types de cours. Donc, il y a un cours auquel la banque elle achète, elle vend à des entreprises, ce qu'on appelle le champ scriptural, mais il y a également le cours auquel la banque va acheter et vendre avec des personnes physiques, comme je l'ai dit il y a un instant. Alors, ça, c'est en général, en termes de volume, c'est l'un des marchés financiers, si vous voulez, le plus important au monde, avec des opérations qui avoisinent des trillions de dollars chaque jour, bien entendu. Alors, sur le marché, les transactions, pourquoi on l'appelle marché au comptant, c'est par rapport au dénouement de l'opération, c'est-à-dire la livraison de la devise que vous avez achetée, ou bien tout simplement la devise que vous avez vendue. L'opération elle se dénoue, c'est-à-dire elle va donner lieu à une conversion en monnaie nationale de devise au bout de 2 jours. Je ne sais pas si par exemple vous êtes un exportateur et vous vendez une certaine quantité de dollars sur le marché au comptant, eh bien votre compte il va être crédité de la contre-valeur dans la monnaie de votre pays d'implantation. Je ne sais pas si vous êtes par exemple en France et vous avez exporté vers les États-Unis d'Amérique, eh bien l'argent que vous avez reçu en dollars, bien entendu, vous le vendez sur le marché de change par le biais d'un intermédiaire, en général une banque, et votre banque, elle va créditer votre compte de la contre-valeur, si vous voulez, en euros au bout de 2 jours. D'accord. Bon, il y a une exception, donc à la règle du J+2, il y a la règle du J+1, mais elle concerne uniquement le dollar canadien et le dollar américain. Alors en général, sur ce marché au comptant, il y a ce qu'on appelle un système de cotation, c'est-à-dire un système pour déterminer la valeur d'une devise en unité monétaire nationale ou bien la valeur d'une unité monétaire nationale en devise. C'est ce qu'on appelle un système de cotation. Et on distingue entre deux systèmes de cotation. Il y a un système de cotation à l'incertain, donc ça c'est le système qui est le plus utilisé sur le plan international, c'est-à-dire que le pays va coter une unité étrangère, une unité monétaire étrangère, enfin une devise étrangère par rapport à la monnaie nationale. Deuxième élément, donc toujours la cotation, par exemple, on va dire je suis en France et la cotation elle est à l'incertain par rapport au dollar américain, et donc on va coter un dollar américain par rapport à l'euro. Ou bien vous êtes dans un pays, donc au Japon, et on va dire on va coter le dollar par rapport à des yens japonais. Alors ça c'est le système de cotation à l'incertain.
avec un cours à gauche, donc qui s'appelle tout simplement un cours achat, et le cours droit, donc qui est le cours de change de vente. Donc, et en fait, il ne faut pas oublier que les cours, ce sont les cours de la banque. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une banque X qui vous dit j'achète le dollar je ne sais pas, donc quelque chose comme 0,90 euros, d'accord. Donc ça, c'est le cours auquel la banque elle achète, donc à un opérateur. Quelqu'un qui vend, en fait, c'est la banque qui achète et les cours qui sont affichés sont les cours de la banque. Par contre, si la banque en question elle vous dit je vends le dollar à 1 euro, par exemple, eh bien, ça veut dire tout simplement c'est le cours qu'elle va vous facturer quand vous êtes acheteur, en tant qu'opérateur, vous êtes acheteur de dollars. D'accord. Donc, il faut faire très attention. C'est que les cours qui sont affichés, donc les cours qui sont publiés, c'est les cours auxquels les banques achètent et non pas les cours auxquels achètent et vendent, bien sûr, et non pas les cours auxquels achètent et vendent les opérateurs internationaux. Alors, et puis on a un système de cotation certain. Donc, le système de cotation certain, c'est quand vous cotez une unité monétaire nationale par rapport à des unités étrangères, pas des unités monétaires étrangères. Donc, ça, c'est le système donc le moins fréquent sur le plan international. Donc, je pense qu'il y a peut-être une petite poignée de pays donc, qui continuent de l'utiliser en général. Donc, la livre sterling, par exemple, en Angleterre, elle est cotée. Donc, c'est la monnaie cotée, c'est-à-dire donc on va afficher le prix d'une livre sterling par rapport aux autres monnaies. Donc, en fait, ça, c'est juste des systèmes, bien sûr, mais ça ne change rien. Bien sûr, on peut très, très bien passer d'un système à l'incertain, à un système au certain ou vice-versa. Un autre élément qui est très, très important, c'est ce qu'on appelle la différence des cours. Donc là, je m'excuse, donc il y a cours, donc en fait, c'est cours d'achat et de vente. La différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le spread. Le spread, en fait, c'est la rémunération de l'opérateur de la banque qui vous achète ou qui vous vend. Donc, c'est ce qu'elle gagne, en fait, sur les cours. Alors, ce qu'on constate, c'est que quand il y a une devise qui est très, très cotée, donc elle est très liquide sur le marché international, et elle est même des fois abondante, les cours entre les cours d'achat et de vente, la différence entre les deux n'est pas très, très importante. Par contre, si vous avez des monnaies qui sont moins traitées, donc des monnaies internationales qui sont peut-être moins fréquentes ou bien moins utilisées sur le plan international, eh bien, le spread, donc en fait, la différence, elle est tout simplement importante. Donc, même chose, ça dépend de la quantité de devises qu'on échange. Donc, vous imaginez que lorsque vous faites une opération de change scriptural, par exemple une opération entre une entreprise, une grande entreprise et une banque, eh bien la différence entre le cours achat et le cours vente va être faible, tout simplement parce que ça porte sur des quantités très importantes. Par contre, quand vous êtes une personne physique, dans ce cas-là, donc la différence entre le cours achat et vente pour le change manuel, elle est très, très importante. Donc, ça dépend bien sûr de la dimension de l'opération que vous effectuez avec la banque. Alors, donc l'autre élément qui est très, très important, c'est que qu'est-ce qu'on fait comme opération sur le marché au comptant? Alors, en général, c'est des opérations en général on liquide des positions, donc liées à des relations commerciales, à des relations financières internationales. Je ne sais pas, c'est le lieu où un exportateur il va vendre les devises qu'il a reçues de l'étranger, ou bien un importateur, c'est le lieu où il va emprunter, il va tout simplement acheter les devises dont il a besoin pour régler une facture à l'étranger. Pour un financier, c'est la même chose. Donc, c'est le lieu où il va dénouer une opération, c'est-à-dire liquider une position, soit vendre des devises qu'il va investir dans le pays, ou bien il va acheter des devises donc, s'il souhaite aller placer son argent ailleurs. Alors, il y a également une autre opération qu'on fait sur le marché au comptant, c'est ce qu'on appelle les opérations d'arbitrage. Alors, les opérations d'arbitrage, sans trop m'attarder là-dessus, ce sont des opérations qui consistent à profiter des écarts
entre les cours de change pratiqués par deux banques, par exemple. Donc, ce qu'on appelle un arbitrage géographique. Et cet arbitrage géographique, vous allez profiter des fois des écarts de cours momentanés, donc qui peuvent apparaître peut-être en quelques minutes, des fois, et certains opérateurs qui sont bien informés, qui sont dotés de moyens technologiques qui leur permettent de prendre des décisions donc très rapides pour faire des transferts de fonds, etc. Eh bien, ils vont profiter de ces écarts. Alors, en général, donc, je vais vous donner un petit exemple chiffré. On va dire si vous avez quelque chose comme, on va dire, vous allez avoir, par exemple, ici, on a deux banques, donc je vais essayer de expliquer un peu la chose d'une autre manière. Donc, on a dit que lorsque le cours achat d'une banque est supérieur au cours de vente d'une autre banque pour une même devise. Hein. Donc, si par exemple je prends l'exemple du dollar américain, donc dollar par rapport à la livre, d'accord. Et on a deux banques, par exemple une banque qui va afficher donc $1 pour on va avoir $1 pour, par exemple, on va dire pour une livre 2, d'accord, à l'achat, et une livre 4 pour la vente, d'accord. Et une autre banque, B, donc qui va coter également le dollar, d'accord. Euh, donc elle va tout simplement elle va coter par exemple la livre à 1,5 à l'achat et elle va coter cette même livre à un franc, une livre 7. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate, je m'excuse, donc je vais juste voir si je partage déjà mon écran. Donc, ce qui n'est pas le cas. Et là, donc ça va être un peu difficile pour que vous me suiviez. Donc, voilà. Voilà. Donc là, on a, on cote le dollar par rapport à la livre, d'accord, sur un marché. On a deux banques. Je suis en train de parler de l'arbitrage, bien entendu. Alors, on a $1, pardon. Donc là, on a tout simplement les dollars. On a $1 pour une livre, 1,2 pour la livre à l'achat. Et ça, c'est un cours, $1. En fait, la banque, elle le vend à 1,4 livre. Okay. Par contre, pour la banque B, elle a 1,5, c'est-à-dire elle achète la livre le dollar américain, pardon, à une livre 50, donc une livre 50, d'accord. Et puis elle la vend à 1,7. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que le cours achat d'une banque, il est supérieur donc au cours vente d'une autre banque. D'accord. Donc, en fait, un opérateur averti, donc un arbitragiste, si vous voulez, donc il fait de l'arbitrage géographique, eh bien, il va profiter de ces écarts. Donc, qu'est-ce il va faire? Il va tout simplement acheter du dollar auprès de la banque A, laquelle banque elle va lui vendre ça à 1,40. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est les cours, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours achat-vente. D'accord. Mais du point de vue de la banque. Toujours. Du point de vue de la banque. OK? Très important. Donc, il va dire, OK, alors moi, je vous achète le dollar à 1,40 parce que j'ai vu que je suis un arbitragiste très, très fort, donc bien informé, si vous voulez, donc aguerri donc, à ce type de technique. Et je constate qu'il y a un écart. Donc, cet écart, il peut apparaître dans la même journée, si vous voulez, soit entre banques qui sont sur le même, donc dans le même pays, ou bien des banques qui traitent ces deux devises ou ces deux monnaies dans un autre pays. Et donc, il va acheter tout simplement le dollar à 1,40 et puis après, il va le vendre automatiquement à la banque B. Parce que la banque B, donc le dollar qu'il a acheté, si vous voulez, à 1,40, il a payé 1,40 pour avoir $1.
Donc la banque, en fait, elle a encaissé 1,40 pour lui remettre, si vous voulez, $1. Alors maintenant, notre arbitragiste, il a son dollar qu'il a payé à 1,4 et maintenant il peut le vendre à 1,5 auprès de la banque B. Parce que la banque B, elle achète le dollar à 1,50, d'accord, et elle le vend à 1,7. Et donc finalement, il va faire un gain de 0,1. D'accord. Alors ça peut vous paraître minime, mais il ne faut pas oublier que c'est des opérations qui peuvent des fois porter sur des milliards de dollars. Et donc les gains, comme vous pouvez l'imaginer, ils peuvent être tout simplement importants. D'accord. Donc en fait, cet arbitrage, c'est une opération financière, donc où il y a des spécialistes, donc il y a des gens qui travaillent sur ces marchés de change, et puis ils ne font que ça, c'est-à-dire leur mission, c'est de faire gagner de l'argent à leur employeur, bien entendu, en profitant de ces écarts qui peuvent apparaître de temps en temps entre banques, bien entendu, ou entre banques qui sont dans le même pays ou bien des banques qui sont dans deux pays différents. Donc ça, c'est la première forme d'arbitrage. Et cet arbitrage, il joue un rôle, d'après la théorie économique, un rôle équilibrant. C'est-à-dire que grâce à ces arbitrages, on va effacer les écarts. Parce que normalement, une devise, quand elle est cotée sur un marché de change, eh bien, normalement, elle doit avoir le même prix, quel que soit l'endroit où elle est traitée. Donc, qu'elle soit traitée à Paris ou qu'elle soit traitée à Tokyo ou bien qu'elle soit traitée à New York. Normalement, sur un marché, bien entendu, on doit avoir un seul cours. Les écarts, ils vont donner lieu à des opérations financières, notamment des opérations d'arbitrage. Donc, il y a plusieurs formes d'arbitrage. Donc, là, je vais l'unité au plus simple, c'est l'arbitrage dit géographique. Eh bien, grâce à ces opérations, ben, on va effacer donc les écarts, c'est-à-dire on va faire en sorte à ce que le dollar américain qui a été acheté à 1,40, d'accord, on l'a demandé. Donc finalement, quand on le demande, eh bien sa valeur en principe, il ne peut qu'augmenter pour aller vers un cours de 1,5 si vous voulez. Donc finalement, donc l'opération d'arbitrage, grâce à l'achat de la monnaie, si vous voulez, par un opérateur auprès d'une banque, une monnaie qui est, si vous voulez, faible, d'accord. Eh bien, en la revendant, eh bien, en l'achetant, pardon, on va finir par augmenter sa valeur. Alors ça, c'est pour l'opération, si vous voulez, d'arbitrage, donc d'arbitrage géographique. Il y a encore toujours au niveau euh, donc des opérations sur le marché. Donc là, vous avez un petit résumé. Donc ça vous décrit un petit peu, si vous voulez, ce que vous devez savoir un peu sur ces opérations. Il y a ce qu'on appelle aussi un arbitrage triangulaire. Alors, l'arbitrage triangulaire, c'est que il implique trois monnaies en quelque sorte. Je ne sais pas si par exemple vous allez dire j'ai donc une cotation directe du dollar par rapport à la livre, d'accord? Et au lieu de l'acheter directement, donc une cotation, donc je ne sais pas, on va vous dire qu'un dollar il vaut 1,4 à 1,5, donc à la vente. Et vous pensez que en passant par une monnaie tierce, donc une monnaie intermédiaire, vous pouvez avoir un meilleur cours euh, pour la livre. D'accord? Par exemple, donc si vous êtes opérateur américain et donc vous avez ce cours de dollar par rapport à la livre, donc vous pensez peut-être qu'en passant par l'euro pour vous procurer vos livres sterling, ça va vous coûter moins cher. Donc il y a une monnaie tierce, c'est-à-dire que l'opérateur, au lieu d'échanger ses dollars contre la livre, il va d'abord échanger ce dollar contre l'euro, dans ce cas-là, qui va jouer le rôle d'intermédiaire, et grâce aux euros qu'il va se procurer, eh bien, il va acheter des livres sterling. Et donc, là aussi, c'est des opérations qu'on peut faire que lorsqu'on estime qu'il y a des écarts entre ce qu'on appelle les cours croisés. Ça, ce qu'on appelle les cours croisés, c'est-à-dire au lieu de passer par une cotation directe, dollar par rapport à la livre, eh bien, vous allez passer par une monnaie intermédiaire. Et donc, grâce à cette monnaie intermédiaire, vous allez pouvoir vous procurer votre monnaie, vos livres sterling, si vous voulez, à un cours qui est plus intéressant. Et donc, là aussi, ce sont des opérations qui sont très, très courantes et qu'on trouve sur les marchés de change, notamment le marché de change au comptant.
Alors après, on a c'est ça ce qu'on appelle donc l'arbitrage triangulaire. Après, on a ce qu'on appelle les opérations sur le marché à terme. D'accord? Alors, sur ce marché, encore une fois, ce qu'il faut noter, c'est que les devises ils vont s'échanger à un cours déterminé, donc on connaît à l'avance, mais ce cours, il va être appliqué qu'à une échéance déterminée. Par exemple, on a le cours spot, donc c'est le cours au jour le jour, si vous voulez, donc c'est le cours de change sur le marché au comptant. Et le cours à terme, c'est un cours qui va être appliqué à une date ultérieure. Alors, en général, donc, bon, on n'a pas le temps, bien sûr, pour vous montrer un petit peu, c'est une formule qui est très très simple pour calculer ce cours à terme. Donc, en général, c'est un cours au comptant plus le déport ou le report sur une monnaie, c'est-à-dire donc l'appréciation, ce qu'on appelle un report, le taux du report ou bien le taux du déport, c'est-à-dire la dépréciation. Et de manière générale, ce report et ce déport, on le calcule à partir des différentiels d'intérêt. Et en général, donc on verra ça quand on va parler des déterminants des taux de change, on parlera d'une théorie qui s'appelle la théorie de la parité des taux d'intérêt, c'est-à-dire tout simplement une théorie qui se base sur l'idée que les différences d'intérêt entre places ou sur deux monnaies différentes, je ne sais pas, vous prenez le taux d'intérêt par exemple sur l'euro et le taux d'intérêt sur le dollar américain, la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle une différentielle d'intérêt ou un différentiel d'intérêt, pardon. Et ce différentiel d'intérêt, en principe, c'est ça, ce qui va expliquer les variations des cours entre le dollar et l'euro dans le temps. On verra ça quand on parlera des déterminants du taux de change. Mais de manière générale, on va dire que ce cours à terme, on peut le déterminer. On va toujours partir du principe qu'un cours futur, si vous voulez, c'est un cours actuel, c'est le cours actuel, c'est le cours spot qu'on va augmenter ou bien diminuer d'une variation du taux de change qui est elle-même déterminée par un différentiel d'intérêt. Et en général, on va dire qu'il y a deux types d'opérations sur le marché à terme. C'est soit des opérations de couverture, d'accord, donc ce qu'on appelle les opérations donc de contrat de couverture à terme, tout simplement. Euh, Ce sont des opérations qui concernent surtout des opérateurs internationaux, donc je ne sais pas, un exportateur ou un importateur. Et comment ça va se faire? Eh bien, si vous prenez le cas d'un exportateur, donc un exportateur, par exemple, qui a vendu pour 10 000 dollars de marchandises, et donc il a accordé un délai de paiement de 90 jours pour son client étranger. D'accord? Supposons que, encore une fois, vous prenez le cas d'un Espagnol donc, qui a vendu des marchandises en Asie, d'accord? Un bien en Asie, et il a accordé un délai de paiement de 90 jours à son client asiatique. Et le montant, par exemple, de la facture est de 20 000 dollars. D'accord? Alors, le problème auquel se trouve confronté cet opérateur espagnol, c'est qu'il ne sait pas à quel cours il va pouvoir échanger le montant de ses exportations, d'accord, en euros. Donc aujourd'hui, il peut le savoir. Il a facturé quelque chose comme 40 000 dollars, par exemple. Eh bien, ces 40 000 dollars, donc au cours d'aujourd'hui, il peut le savoir. Donc, il sait très bien, donc il peut consulter, si vous voulez, les cours pratiqués par sa banque et il peut dire à sa banque combien ces 40 000 dollars valent en euros aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, on a le cours spot et on peut lui dire voilà, ces 40 000 dollars, ils vont être échangés sur la base de quelque chose comme, si vous voulez, comme 0,90 euros. C'est-à-dire la banque, elle va échanger les 40 000 à 0,90, mais au cours d'aujourd'hui. Mais par contre, il ne peut pas savoir quel cours. Donc, il va pouvoir les convertir ou convertir ces 40 000 dollars dans 3 mois, quand il va les recevoir. Et pour se protéger justement de cette variation du cours, donc le cours, il peut rester le même. C'est un peu, si vous voulez, c'est pas toujours possible, hein, parce que les cours de change, ils peuvent varier pendant une même journée, et encore plus, si vous voulez, si le délai des paiements ils sont beaucoup plus longs, et il veut couvrir sa position à travers ce qu'on appelle une couverture à terme.
Ça peut être soit une couverture sur un marché, qu'on appelle un marché de contrat à terme. Donc ça rentre un peu dans ce qu'on appelle les marchés des produits dérivés. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Soit sur un marché de couverture à terme, classique, où il va s'adresser à sa banque, il va lui dire je voudrais me couvrir et dites-moi à quel cours je peux échanger ces dollars dans 3 mois. D'accord? Eh bien, la banque, elle va faire son petit calcul et puis elle va lui dire voilà, donc dans 3 mois, elle va intégrer un certain nombre d'informations. Elle va dire en principe, le dollar américain, il va évoluer dans tel sens par rapport à l'euro, ou bien l'euro qui va évoluer dans tel sens par rapport au dollar. Et donc, je vous propose que dans 3 mois, je vous achète vos dollars à 1 euro. D'accord. Bon, d'accord. Alors, à 1 euro, donc l'opérateur, il sait très très bien quelle va être sa trésorerie dans 3 mois. Il peut savoir avec une certitude à combien ou combien son compte il va être crédité en euros dans 3 mois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des opérations de couverture, d'accord, qui va se faire sur la base d'un cours à terme, donc un cours figé en principe, un cours qui est fixé en T0, mais qui va être appliqué que le moment où l'opération elle va se dénouer. D'accord. Alors aujourd'hui, ces marchés à terme, si vous voulez, peut-être ils vous offrent ou ils vous permettent donc de couvrir des positions quand il y a une évolution défavorable du cours. Je ne sais pas si par exemple notre opérateur espagnol il a couvert la vente d'un dollar contre 1 euro, d'accord. Maintenant, si le dollar, il s'est il s'est apprécié par rapport à l'euro, c'est-à-dire que si au moment où il reçoit cet argent, le dollar américain, il est passé à 1 euro virgule 10. Eh bien, donc quand vous avez des opérations de couverture à terme ferme, les opérations de couverture dites classiques sur le marché sur le marché à terme, vous ne pouvez pas profiter de cette évolution des cours. Le cours il est figé, c'est-à-dire la banque elle va vous dire écoutez, je vous couvre à 1. Donc si il y a une dégradation du cours, c'est-à-dire on va vers 0,8, vers 0,7, eh bien je vous achèterai quand même vos devises à 1 à 1 euro. Mais par contre, s'il y a une évolution favorable, eh bien, vous ne pouvez pas profiter de cette évolution favorable. D'ailleurs, ça a été l'une des raisons pour lesquelles il y a eu beaucoup d'innovations financières donc, qui vont dans le sens donc, on a mis au point, si vous voulez, à partir des années 80, un certain nombre de produits de couverture, donc ce qu'on appelle les contrats à terme, ce qu'on appelle les contrats futurs, qui, bien entendu, ils ont un cours qui est tout simplement coté en bourse. Donc, en fait, on a un produit de la couverture, un contrat, si vous voulez, qui est lui-même coté en bourse et sa valeur, elle va suivre l'évolution de la monnaie qu'on essaye de couvrir. Et donc, finalement, si vous perdez, bien sûr, eh bien, sachez que vous avez assuré un cours parce que de toute façon, ce que vous avez perdu va être couvert par la hausse du contrat à terme, ce qu'on appelle le contrat futur. Si par contre, il y a une évolution favorable, vous avez cette possibilité toujours donc, de profiter de l'évolution favorable de votre cours de change. Après, il y a d'autres opérations, bien sûr, qui sont des opérations ce qu'on appelle sur le marché des options, etc., etc. Donc ça rentre un peu dans le cadre de ce qu'on appelle les produits de couverture dérivés. Donc, probablement, si vous faites des études plus poussées en finance de marché, ben, ce sont des choses que vous aurez l'occasion de voir en détail. Alors, toujours par rapport au marché à terme, donc il y a également des opérations, encore une fois, mais des opérations d'arbitrage, encore une fois, et des opérations de spéculation. Des opérations de spéculation. Alors, l'arbitrage de taux d'intérêt, ce qu'on appelle l'arbitrage de taux d'intérêt couvert, vous allez tout simplement profiter, si vous voulez, des écarts qui existent entre taux d'intérêt, entre deux places financières internationales, pour emprunter là où ça coûte moins cher, et puis vous allez placer là où ça vous rapporte plus. Donc, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire vous allez profiter des différentiels d'intérêt, et ces différentiels d'intérêt, donc vous allez faire ce qu'on appelle un arbitrage de type arbitrage de taux d'intérêt couvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
que je vais tout simplement emprunter dans le pays où ça coûte moins cher. Je vais faire une opération de change, bien entendu. Donc, je ne sais pas si, par exemple, vous prenez deux pays, donc le Canada et la Grande-Bretagne. Supposons, par exemple, que les taux d'intérêt au Canada, ils sont plus faibles par rapport aux taux britanniques, eh bien, vous allez tout simplement en T0 emprunter au Canada, pardon, parce que c'est là où ça coûte moins cher. Vous allez faire votre opération de change, c'est-à-dire dollar canadien contre livre sterling. Vous placez votre argent dans un actif en livre sterling, soit un dépôt auprès d'une banque anglaise, ou bien vous allez tout simplement acheter des obligations anglaises, donc obligations du gouvernement britannique ou bien des obligations d'une entreprise britannique, et vous les placez à un taux plus élevé. Un taux plus élevé, je ne sais pas, au Canada, par exemple, vous payez 2% pour emprunter, et vous allez maintenant les placer peut-être à 4% en Grande-Bretagne. Alors, maintenant, le placement, il se fait pendant une certaine période. Par exemple, ça se fait au bout de 3 mois. Donc, au bout de 3 mois, eh bien, vous allez tout simplement toucher vos intérêts sur la livre sterling. Donc, vous aurez pardon, votre capital en livres et vos intérêts. Et en principe, vous allez vendre, si vous voulez, ces livres sterling pour avoir des dollars canadiens. Donc, vous aurez votre capital, donc le capital que vous avez emprunté auprès de la banque canadienne, et vous aurez un intérêt en plus en livres sterling. Donc, ces intérêts et le capital en livres, vous les vendez en dollars canadiens, et grâce à cet argent, vous allez pouvoir rembourser ce que vous avez emprunté au Canada, plus les intérêts que vous allez payer, et puis vous allez gagner un petit quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle un arbitrage de taux. D'accord. Alors maintenant, c'est pas si facile que ça, parce qu'en général, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si vous avez vu qu'il y a un endroit où vous pouvez emprunter moins cher et un endroit où vous pouvez placer pour plus, eh bien, il n'y a pas que vous qui le faites, il y a d'autres opérateurs qui le font. Et donc, de manière générale, le petit plus que vous avez gagné, eh bien, ça risque d'être effacé tout simplement par la variation du cours de change. Et donc, c'est la raison pour laquelle on part du principe que des fois, ça reste quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire la différence ou le différentiel d'intérêt, bien entendu, eh bien, il peut être tout simplement complètement absorbé par une dépréciation de la monnaie dans laquelle vous avez placé votre argent. Et cette dépréciation, bien entendu, elle va tout simplement vous effacer le gain que vous avez réalisé en termes de taux d'intérêt. D'accord? Alors après, on a toujours au niveau du marché de change à terme, on a les opérations de spéculation. Alors les opérations de spéculation, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est très très complexe, hein, parce que d'après les économistes monétaristes, on a vu quand on a parlé un peu des vertus d'un régime de change flottant par pour l'indépendance, ce qu'on appelle l'autonomie des politiques monétaires, on a dit que les monétaristes, ils donnent une grande importance à la spéculation. Et ils disent que la spéculation, elle est équilibrante. C'est-à-dire que la spéculation, elle va vous permettre d'effacer les écarts qui existent par rapport, par exemple, à un cours de change d'équilibre. Et donc, le cours, il va toujours tendre vers son cours de change d'équilibre. Alors, en général, voilà, donc alors si on part du principe qu'on a affaire à des spéculateurs qui font des anticipations sur la base de données fondamentales de l'économie, c'est-à-dire les fondamentaux de l'économie, ben, c'est par exemple les déséquilibres extérieurs ou les excédents extérieurs, donc ça c'est un déterminant qui est très important, on verra ça après, les taux d'inflation par exemple, l'évolution des agrégats monétaires, etc. Et donc, en fait, on a un certain nombre de données fondamentales, c'est-à-dire les éléments essentiels d'une économie qui influencent de toute façon donc un cours de change. Et donc, si vous êtes un spéculateur qui fait ses calculs, en fait, il se projette dans l'avenir, parce que c'est ça, en fait, un spéculateur, c'est quelqu'un qui anticipe le futur, qui va, à partir des informations qu'il a, il va dire que voilà, dans quel sens telle ou telle monnaie elle va évoluer, et il va prendre des positions. Prendre des positions. Alors, si on prend l'exemple le plus simple, on va dire tout simplement que si
par exemple, il prévoit une baisse d'une monnaie dans le temps, donc sur un horizon temporel limité. Donc, il ne va pas faire des prévisions sur 15 ans, mais en général sur quelques semaines, voire même des fois quelques mois. Et il va dire, je joue cette monnaie à la baisse, c'est-à-dire aujourd'hui, il a une valeur. Je ne sais pas si par exemple vous avez un dollar, il vaut donc quelque chose comme 0,9, d'accord? Et il va dire que en principe, ce cours, il va augmenter, c'est-à-dire que le dollar américain, par exemple, il va devenir plus cher. Et donc l'euro, il va devenir moins cher. On va dire, on est passé de 1 dollar pour 0,90 et lui, il fait ses prévisions, il va dire tout simplement que je mise sur une évolution du cours du dollar. Donc le dollar, il va passer à 1 euro, virgule 1. Alors, donc si il fait cette prévision, en fait, il va dire, je vais être tout simplement vendeur de dollars à terme. Je vais être vendeur, je vais prendre une position de vente. Et donc, en fait, il va dire, je vends ce dollar, ou plutôt, pardon, c'est l'inverse. Donc, il va jouer la monnaie à la hausse et il va être acheteur à terme, si vous voulez. Il va dire à sa banque que donc, je souhaite acheter le dollar donc, à une période X. Donc, la banque, elle va lui fixer son cours. Elle va lui dire, tu peux acheter ce dollar, par exemple, à 1. Donc, après les calculs que la banque elle va faire, elle va lui dire, je peux vous proposer un dollar à 1 euro. 1 euro, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, j'ai dit 1 dollar pour 1 euro, pardon. Et notre spéculateur, donc il va faire jackpot, tout simplement. Donc il va dire, OK, je me suis assuré un cours de 1 dollar pour 1 euro. Donc ça, c'est sûr. La banque, en fait, je vais lui acheter à 1. Donc la banque, elle s'est engagée à me garantir 1 euro, 1 dollar pour 1 euro. Et moi, donc à l'échéance, à terme, eh bien, je sais très bien. Donc j'ai fait ma prévision et donc je me suis dit, tout simplement que le dollar américain il va augmenter beaucoup plus cher. Donc finalement, je vais l'acheter à 1, d'accord, et je vais le revendre et ça va me rapporter 1,1. D'accord. Donc en fait, on va tout simplement faire une opération donc qui va générer en principe donc un bénéfice. Par contre, si vous prévoyez l'inverse, c'est-à-dire si vous prévoyez que la monnaie elle va baisser, ben vous faites l'opération inverse, c'est-à-dire vous allez tout simplement prendre un contrat de vente de cette devise, donc un contrat de vente à terme pour la banque. Donc vous allez lui dire, voilà, donc je voudrais vendre une certaine quantité de dollars à une échéance déterminée. La banque, elle va faire son calcul, elle va vous dire, OK, alors je vous offre ce dollar à 1,1, par exemple. Donc vous savez que c'est le cours qui est assuré. Donc c'est le cours que vous allez pouvoir vendre vos dollars donc à une échéance déterminée. Mais vous avez fait un autre calcul. Donc vous avez dit, donc non, ça sera beaucoup plus, le dollar, il va tout simplement se déprécier, il va baisser, donc l'euro, il va s'apprécier. Et donc vous avez fait vos prévisions et vous vous êtes rendu compte que ça sera peut-être donc à 0,90 euros pour un dollar américain. Donc, à l'échéance, ben, vous allez tout simplement aller acheter ces dollars à 0,90 euros. D'accord? Ça, c'est sur le marché spot parce que vous avez fait vos prévisions, ce que va être donc le cours de l'euro ou du dollar par rapport à l'euro. Donc, c'est 0,90. Eh bien, vous savez que vous pouvez les échanger beaucoup plus cher auprès de votre banque qui va vous les reprendre. Euh, donc, euh, vous allez acheter le dollar à 0,90 sur le marché donc spot et ce même dollar, vous le vendez à votre banque sur la base du cours de change assuré, le cours de change que vous avez garanti, qu'on appelle le cours à terme.